Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui avec le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État des États-Unis. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Ravi d'être avec vous, Glenn. J'essaye donc de comprendre l'orientation de la politique étrangère des États-Unis et aussi, bonne chance, mais aussi l'évolution du rôle des États-Unis dans le monde, car leur rôle passé au cours des 30 dernières années doit s'adapter à la réalité, au moins à un certain moment. C'est donc encore une fois un véritable défi, et c'est pourquoi je vous ai posé la question, car je ne suis pas sûr de bien saisir la division à Washington. Au départ, il semblait qu'il y avait, d'un côté, ceux qui suivaient la même politique que ces 30 dernières années, ceux qui voulaient perpétuer la primauté mondiale, et de l'autre, une scission avec les partisans de l'America First, qui estiment que l'hégémonie mondiale tire en réalité les États-Unis vers le bas et les empêche d'établir des priorités. Mais là encore, les lignes de fracture ne semblent pas si nettes. De quoi portent donc les luttes internes à Washington ces temps-ci, selon vous? Tout. J'étais justement en train d'écouter Katie Couric, de toutes les personnes possibles. Je connais Katie depuis l'époque où c'était le genre de femme à relever sa jupe sur le bureau de mon caporal pour lui faire révéler des secrets d'État. Elle interviewait Richard Haass, ancien président du CFR, aujourd'hui président émérite du CFR. J'ai écouté environ les 15 premières minutes, puis j'ai coupé et je me suis dit, « Eh bien Richard, il t'en a fallu du temps pour finir par dire quelque chose de vrai. » C'est à quel point il a été difficile pour l'establishment en place, si l'on peut dire, de vraiment affronter au moins une partie de ce que Trump représente. Et Hegseth, Kristi Noem, Bondi et le reste de cette équipe, ce qu'ils représentent en matière de politique étrangère, c'est avant tout l'imprévisibilité. Et bien sûr, le propos de Richard, c'était qu'il progressait. Il y arrivait. C'est terrible. Terrible pour une superpuissance. Eh bien, j'ai une nouvelle pour Richard. Nous ne sommes plus une superpuissance. Si nous le sommes encore, nous déclinons si vite que l'air qui s'échappe de notre ballon, on peut l'entendre chaque jour, chaque heure. Mais je serai d'accord avec lui. L'imprévisibilité, et l'imprévisibilité dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec une direction aussi incompétente, des actions anticonstitutionnelles tant sur la scène intérieure qu'internationale, des violations de la loi chaque jour. Notre secrétaire à la Défense est un criminel de guerre. Je veux dire, même en le disant avec retenue, c'est un criminel de guerre. Et Donald Trump aussi d'ailleurs. Et Marco Rubio aussi d'ailleurs. Nous avons donc des criminels de guerre, selon toute définition du droit international ou national, à la tête de notre navire en ce moment. Et à côté de la prévisibilité, ou de l'imprévisibilité, selon la façon dont on veut le dire, je dirais qu'il y a une absence totale de stratégie globale. À part, et cela a été démontré par Rick Sanchez sur Russia Today ce matin lors de notre entretien, Jared Kushner et Steve Witkoff qui étaient reçus à Moscou alors qu'ils poursuivaient le lucre, l'argent. Ils n'ont aucun intérêt pour la guerre en Ukraine. Ils veulent qu'elle se termine. Ils n'ont aucun intérêt pour quoi que ce soit de notable que l'on pourrait penser qu'ils auraient, compte tenu de la politique étrangère ou de son absence de nos jours. Ils sont là pour l'argent. Ils sont là pour l'argent, et Trump en est avide. Qu'en dis-tu, Rubio? Cela a été vendu par Sergei Lavrov à Riyad il y a quelques mois. Vous avez perdu 300 milliards de dollars à cause de vos tarifs douaniers contre nous, de vos sanctions, et ainsi de suite. C'est ce qu'ils recherchent. Alors, comment pourrait-on résumer cette administration? L'argent, l'argent et encore l'argent, surtout pour la famille Trump et les sbires de Trump, et l'imprévisibilité et la tentative de masquer s'ils s'en rendent même compte.
Je ne suis pas sûr que quiconque dans cette administration en ait réellement conscience. La tentative de masquer le fait que nous perdons sur à peu près tous les fronts dans le monde, politique, stratégique, économique, culturel. Nous perdons. Et nous perdons face à l'Est, comme je l'ai dit tant de fois. Le nôtre va dans cette direction, et nous y contribuons. Nous ne travaillons pas à nous adapter à ce nouveau monde. Nous poussons l'ancien monde à y entrer. Et nous sommes principalement l'ancien monde. C'est donc un désastre. Eh bien, c'est sans doute par là qu'il faut commencer, je suppose. Autrement dit, qu'est-ce qu'une stratégie? Quelle est la grande stratégie, les objectifs à long terme que les États-Unis veulent atteindre? Et comment peuvent-ils atteindre ces objectifs? J'ai l'impression qu'il nous manque une partie de cette réflexion. Comme vous le suggérez, s'agit-il de favoriser un monde multipolaire plus favorable ou de résister à l'émergence d'un monde multipolaire? Peu importe ce que les uns ou les autres préfèrent ou jugent sage, une stratégie en soi, quelle qu'elle soit, doit être claire. Et il semble que c'est presque devenu un objectif d'entretenir une ambiguïté stratégique. Ainsi, les personnes et les pays ne savent pas nécessairement ce qui est prévu. Mais cela rend aussi très difficile la définition d'une voie claire à suivre et, encore une fois, d'avancer de manière cohérente. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Tout ce scénario que nous développons à propos du Venezuela est extrêmement dangereux. Quand on déploie autant de puissance militaire, et je dois dire, entre parenthèses, qu'en comparaison avec la puissance militaire de la Russie déployée en et autour de l'Ukraine, ce n'est pas significatif. Mais pour nous, ça l'est. C'est très significatif. Nous sommes passés de 111 porte-avions en 1945 à environ 10 qui fonctionnent réellement aujourd'hui. Et à tout moment, seulement environ 6 d'entre eux sont opérationnels. Nous envoyons donc le plus puissant de tous, le Gerald Ford, dans cette situation absolument ridicule avec le Venezuela. Cela soulève donc la question, pourquoi faisons-nous cela? J'ai d'abord pensé que c'était parce que nous commencions, nous, c'est-à-dire l'administration, d'une manière encore confuse, à comprendre ce que je viens de dire. Que le pouvoir s'échappe peu à peu, et même plus rapidement que je ne l'imaginais, de nos mains pour aller vers l'Est. C'est inexorable. Mais pourquoi le favorisons-nous? Pourquoi faisons-nous tout ce qui est possible pour encourager et faciliter cette diminution de notre propre puissance? Est-ce parce que nous avons une direction qui, soit intellectuellement, soit, je ne sais pas trop comment le dire, d'une certaine manière agit pour autre chose? Est-ce vraiment intentionnel, ce qu'ils font? Parce qu'il est très difficile de regarder Kash Patel, Pam Bondi, Kristi Noem, Donald Trump lui-même, Marco Rubio et Hegseth sans penser qu'il s'agit d'une stupidité coordonnée. Qu'est-ce que cela veut dire, stupidité coordonnée? Cela signifie qu'ils essayent réellement de faire cela à l'Empire. Maintenant, si l'on revient en arrière et qu'on analyse certaines des premières déclarations de Donald Trump, à une époque où, par exemple, je connaissais quelqu'un à Washington qu'il connaissait, lui et son père, assez bien, on pourrait en venir à penser que Donald Trump est un agent de lui-même, en ce sens qu'il cherche à diminuer notre puissance. Pourquoi voudrait-il faire cela? Parce que dans cette diminution se trouvent de grands butins pour lui et sa famille, et il favorise et soutient ce déclin en s'appropriant ces butins. C'est une façon de voir ce groupe de personnes autrement inexplicable. Mais une autre façon de le voir est simplement de le regarder en face, sans chercher à l'interpréter. Regardez-le simplement tel qu'il est. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Et je commence de plus en plus à croire que c'est le cas. Nous avons élu un tueur en série, si l'on peut dire, comme président des États-Unis, un tueur de l'Empire, un tueur de notre économie, un tueur de la démocratie libérale, un tueur de la Constitution,
un tueur du peuple. Nous avons élu une administration dévouée à ce genre de choses. Je sais que c'est difficile à accepter pour les esprits rationnels, difficile pour moi aussi, mais je ne trouve pas d'autres descriptions qui correspondent, même de loin, à certaines de leurs actions. Si l'on veut y voir une politique, une grande stratégie, ce serait d'aider et de favoriser le processus par lequel le pouvoir glisse inexorablement de l'ouest vers l'est, autant et aussi vite que possible, et d'en tirer beaucoup d'argent. Je veux dire, je ne peux pas le décrire autrement en voyant ce qu'ils font. Eh bien, cette partie sur le Venezuela, d'une certaine manière, a un peu de sens. Autrement dit, si l'on pense que le monde devient multipolaire, qu'il existe de grandes puissances rivales, alors un objectif clé pour les États-Unis serait de réaffirmer leur domination dans leur propre hémisphère et d'empêcher le pays le plus riche en énergie du continent de nouer des liens trop étroits avec la Chine, la Russie et d'autres. Génial. Une seconde cependant, si cela ne vous dérange pas que je vous interrompe. Oui, s'il vous plaît. Que faisons-nous dans notre propre hémisphère, sinon offrir à l'un de nos grands rivaux l'occasion rêvée d'annuler plus d'un siècle de politique américaine? Car c'est exactement ce que la Russie vient de faire avec la doctrine Monroe. Elle l'a tout simplement jetée par la fenêtre. Elle n'est plus en vigueur. Ils sont dans notre hémisphère, ils vont y rester. Et Poutine nous a fait goûter un peu de notre propre médecine. Il y a désormais suffisamment de puissance militaire soviétique, enfin russe, dans l'hémisphère, et le potentiel pour qu'elle croisse considérablement, pour nous défier d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée si peu de temps après la fin de la guerre froide. Mais il est prêt à nous défier maintenant. Il est prêt à nous affronter dans nos propres eaux, dans notre propre hémisphère, une puissance terrestre affrontant une puissance maritime et la battant. C'est ce à quoi nous faisons face, et c'est nous qui avons créé cette situation. Comment expliquer cela? Eh bien, c'est pourquoi je pense que ce n'est pas fait de manière très judicieuse. Il y a une attitude excessivement agressive envers le Venezuela. Non seulement cela aliène d'autres grandes puissances de l'hémisphère occidental, mais cela peut désormais aussi attirer d'autres grandes puissances comme la Russie. Je ne suis pas très à l'aise, pour être honnête, avec l'entrée de la Russie au Venezuela de cette manière militaire puissante. Je n'aime pas quand les grandes puissances se rapprochent trop les unes des autres. Ce qui explique aussi pourquoi je suis très mal à l'aise avec la présence des États-Unis en Europe de l'Est, en particulier en Ukraine. Comment Poutine s'est-il senti? Je veux dire, il nous a rendu l'appareil. Non, je suis d'accord. Et je pense effectivement comprendre la raison stratégique derrière cela. Autrement dit, si les États-Unis ne se retirent pas des frontières de la Russie, il serait logique d'avoir une carte à jouer pour faire goûter aux États-Unis leur propre médecine, comme tu l'as suggéré. Mais c'est aussi pourquoi je peux comprendre l'objectif de vouloir renforcer le contrôle américain dans sa propre région. Pourtant, une grande partie de tout cela semble contre-productive. En effet, que penses-tu de la légitimité de toute cette affaire? Parce que, enfin, le narcoterrorisme, Maduro serait maintenant un baron de la drogue. Maduro is now a drug lord. Oui, regardez le New York Times, la Dame Grise, un journal autrefois très respecté, et j'insiste sur autrefois parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois que le mot qu'ils ont utilisé hier était dissonance, pour décrire d'un côté la libération du baron de la drogue hondurien déjà jugé et condamné, et de l'autre la poursuite, pour ainsi dire, de Nicolas Maduro, que les agences de renseignement établies, les agences professionnelles du complexe américain, affirment ne pas être un narcotrafiquant. Catégoriquement, unanimement, elles disent qu'il n'est pas un narcotrafiquant. Laura Loomer, maintenant, qui vient, à ce que je comprends, d'être promue au département de la Défense, Laura Loomer dit le contraire.
Elle affirme qu'il est un narcotrafiquant. Quelle sorte de dissonance est-ce là? Je voulais dire à la personne du New York Times qui a écrit cet article, vraiment, vous pensez ça? Vous pensez ça? Franchement, à quel point est-ce absurde? Vous laissez partir le type du Honduras, comment s'appelle-t-il déjà? Juan Orlando Hernandez. Vous le laissez partir après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue. Et le dossier était plutôt solide. Je me souviens aussi que tout cela remonte à Hillary Clinton et au Honduras. Quelle ordure elle a été, en ce qui concerne le Honduras. Et ensuite, il s'en prend à Nicolás Maduro. Et tout le monde dit, eh bien, il s'en prend à Maduro parce qu'il est assis sur une telle quantité de pétrole. Les plus grandes réserves de pétrole du monde, comme je l'ai rappelé à Rick ce matin, quand il a dit que la Russie avait les plus grandes. C'est probablement vrai à long terme, si l'on compte tout ce qui reste à découvrir. Mais les réserves prouvées, le Venezuela en a plus que n'importe quel autre pays au monde. Alors, est-ce pour cela qu'il s'y rend? D'accord. Mais pourquoi ne pas développer au moins une apparence de raisonnement stratégique, plutôt que de simples dissonances, simplement inventées? C'est absurde, franchement. Et enfin, le New York Times a publié un article véridique disant « Je ne sais plus comment, je ne sais tout simplement plus comment décrire cette administration. Des mots comme fou, clownesque, incompétent me manquent. » Je ne sais pas si vous avez regardé beaucoup d'auditions. Je m'ennuie à mourir en regardant certaines d'entre elles. Les auditions de personnes comme Noam, Hegseth et Pam Bondi devant le Congrès des États-Unis. Et c'est pire que de regarder le point le plus bas des séances de questions au Parlement britannique. Je veux dire, c'est fou de voir comment ces gens répondent aux questions d'une branche légitime et égale du gouvernement, avec quel mépris ils les traitent. Et regardez ce qu'ils font avec la Constitution. Je veux dire, vous savez, quelqu'un m'a demandé hier, un de mes camarades militaires qui aurait dû mieux savoir, il m'a dit, eh bien, vous avez tué ces gens parce qu'ils étaient encore des trafiquants de drogue. J'ai répondu, te souviens-tu de quelque chose concernant les lois de la guerre terrestre et les règles de la guerre navale, et ainsi de suite? Quand quelqu'un est dans l'eau, quand tu as torpillé un navire et que quelqu'un est dans l'eau en train d'essayer de survivre, tu as l'obligation non pas de le tuer, mais d'essayer de le secourir. Bob et Smith associent en for un prisonnier de guerre, bien sûr, selon la Convention de Genève. Mais tu ne leur tires pas dessus. Pense à ce pilote de ME-109 affrontant un B-17. Il abat 2 ou 3 B-17, puis un mitrailleur de queue de B-17, bang, 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 là-bas à son tour. Il est suspendu sous son parachute et tu descends là-bas pour lui tirer dessus sous son parachute. C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Et nous venons d'en commettre un. Nous venons d'en commettre tout un tas. Environ 80 personnes sont maintenant des criminels de guerre pour nous. Je ne sais pas comment expliquer un gouvernement comme celui-là. Nous avons abandonné les principes les plus importants de notre Constitution, de ce que nous avons établi au tribunal de Nuremberg, de ce qui a suivi dans les conventions de Genève et de ce que nous avons prêché pendant des années après cela. Nous l'avons complètement abandonné. Et voici ce qui est stupéfiant, Glenn. Je ne pense pas que les Américains s'en soucient. Je pense qu'au bout d'un moment, ils finissent par être un peu blasés par tout cela. Mais j'ai regardé la porte-parole de la Maison-Blanche. On lui a demandé, vous savez, comment se fait-il que les attaques contre ces bateaux soient légales? Et puis un journaliste a demandé, eh bien, quelle loi permet de tuer sans aucune interception ni saisie? Rien, juste tuer. Quelle est cette loi? Et elle a répondu, la légitime défense. C'est donc un argument juridique tout à fait extraordinaire à avancer. Si tout ce qu'ils disent est vrai,
même dans son sens le plus restreint. Alors, en tant que policier en mission de maintien de l'ordre, dans le district de Columbia par exemple, ou à Chicago, ou à Los Angeles, en marchant dans la rue et en croisant un jeune homme de 16 ans vendant de la drogue, j'aurai la permission de sortir mon revolver de service et de le tuer sur le champ. C'est ce qu'a dit Marco Rubio. C'est ce que Donald Trump a soutenu, que ces drogues constituent une menace pour la sécurité nationale. Et soit dit en passant, ce que nous disions au commandant en chef du commandement de l'Atlantique, à l'époque où j'étais au Marine Corps War College, lorsqu'il nous expliquait tout ce qu'il faisait dans les Caraïbes pour intercepter la drogue, c'était « Eh, vous ne vous attaquez pas au centre de gravité ». Et l'amiral a eu l'audace de regarder mon lieutenant-colonel des Marines, qui se révélait bien plus intelligent que lui, et de lui dire « Que voulez-vous dire ?» Le lieutenant-colonel des Marines a dit « Vous ne vous attaquez pas au centre de gravité ». Si c'est le centre de gravité, c'est ce qui leur donne leur pouvoir, la capacité d'envoyer de la drogue à travers les Caraïbes et jusqu'en Amérique. Non, ce n'est pas ça, répondit-il. Ce sont les gens qui consomment la drogue. Voilà le centre de gravité. Vous pouvez intercepter 11%, 12% toute la journée. Vous ne les arrêterez jamais. Il a même dit quelque chose de très prophétique. Quand l'amiral est revenu et a dit « Eh bien, nous allons aller du côté pacifique du Mexique et faire un autre 11%, et là ils vont vraiment souffrir, le prix dans la rue va s'envoler et faire roter, et tout va s'arrêter. » Mon marine a répondu « Non, ce que vous allez faire, c'est les forcer à remonter le territoire mexicain, et vous allez pourrir le Mexique de corruption. » Bingo. C'est exactement ce que nous avons fait. Donc, tu ne t'en prends même pas à la bonne cible. Si c'est une menace pour la sécurité nationale, tu t'en prends pas à la bonne cible. 50 ans ont prouvé que c'était pas la bonne cible. La bonne cible, ce sont les personnes qui consomment les drogues. Il faut les dissuader, il faut les réhabiliter, il faut les punir quelque chose, il faut faire quelque chose. Mais tu ne vas pas arrêter le problème en t'en prenant à ce type sur le bateau qui gagne peut-être $100, la plus grosse somme qu'il ait jamais vue de sa vie, pour transporter de la drogue sur un bateau de pêche le long de la côte, sur 100 miles. C'est fou. C'est insensé. C'est du délire d'asile psychiatrique. On ne peut pas inventer ça. C'est tellement stupide. Et c'est la politique présidentielle. Comme je l'ai dit, je ne sais même plus comment décrire le pays dans lequel je vis. Ce n'est certainement plus un État constitué comme il l'était autrefois. Eh bien, sur le sujet de la légitimité de l'Empire américain qui s'effondre, Gaza, je suppose, a été. Enfin, je ne vais pas mettre uniquement les États-Unis dans ce camp. Plusieurs pays européens s'y sont également joints. Mais bien sûr, toi et moi avons déjà parlé du génocide. Comment comprends-tu l'accord de paix et le cessez-le-feu qui ont depuis été approuvés, également par les Nations Unies, à Gaza? Parce que, y a-t-il une étrange forme de cessez-le-feu qui continue pourtant de tirer? Oui. Nous avons fait un travail de groupe, j'ai fait une petite vérification des faits il y a environ une semaine, et nous n'avons pas trouvé, depuis le début du cessez-le-feu au Liban, ni pendant les différents cessez-le-feu à Gaza, une seule période de 24 heures où les FDI n'aient tué personne. Et je dois admettre que, dans la plupart des cas, il s'agissait de plusieurs personnes. Donc il n'y a pas eu... J'ai demandé à un rabbin l'autre jour, quel est le mot hébreu pour cessez-le-feu? Il me l'a dit, puis il a demandé pourquoi cette question. J'ai répondu, parce que je ne pense pas qu'Israël comprenne ce que cela signifie. Il n'a pas voulu s'aventurer sur ce terrain, mais il n'y a pas eu un seul jour de véritable cessez-le-feu. Et maintenant, ils tuent des gens en Syrie en grand nombre. Maintenant, ils ont mis Erdogan en colère. Mon Dieu, il aurait dû se fâcher depuis longtemps. Et nous sommes là-bas, et l'ONU est là-bas, ayant approuvé un accord. Mon Dieu,
Nous lui avons même attribué un numéro de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui, en substance, appose l'imprimature de l'ONU sur l'exploitation coloniale des Palestiniens. Rien ne va changer, sauf que maintenant, ce sera béni. On pourrait dire que la Cisjordanie, Jérusalem, le transfert de l'ambassade à Jérusalem et Gaza, tout ont toujours été bénis. Mais cela a mis le sceau d'approbation de l'ONU dessus. Antonio Guterres devrait s'éclipser dans la nuit et ne pas revenir. Tu aurais pu ajouter le Liban à cette liste aussi. Ils étaient tous censés être sous un cessez-le-feu, mais non, cela continue. Comment cela est perçu par le camp MAGA d'ailleurs? Parce que, encore une fois, l'un des éléments clés qui ont semblé permettre l'élection de Trump, c'était la reconnaissance du fait que la trajectoire actuelle des États-Unis n'était pas viable. Autrement dit, l'Empire devenait un fardeau trop lourd. Il affaiblissait la République. Et il semblait qu'il voulait mettre fin à ces guerres sans fin, se replier un peu sur les États-Unis et reconstruire la puissance industrielle de l'Amérique. Eh bien oui, en reconnaissant que depuis la Seconde Guerre mondiale, cet excès de militarisme n'a pas servi les intérêts de l'Amérique. Mais nous en sommes là. Et dans toutes les régions du monde, en particulier au Moyen-Orient, cela ne... Après que Trump a prononcé tous ses discours sur la folie de l'Irak, il n'aurait jamais bombardé la Syrie. C'était une erreur. Il n'aurait jamais bombardé le Yémen. C'était une erreur. Il serait resté à l'écart du Liban, de la Syrie. Comment ce groupe perçoit-il cela? Ou bien est-il également divisé sur la question? Eh bien, si vous êtes sur une autoroute vers l'enfer, vous ne prenez pas la sortie indiquant Enfer 2, ni celle indiquant Enfer 3. Je ne peux pas expliquer Trump, si ce n'est par son caractère généralement imprévisible. Il vient simplement de son propre monde. J'ai revu une partie de cela l'autre jour, parce que je voulais m'assurer de ma position dans le cadre d'un article que j'écrivais. Comment passe-t-il des remarques qu'il a faites pour condamner la guerre en Irak, commencée en 2003, et par implication Bush, Cheney et toute la bande, à faire pire qu'eux à l'époque, et à menacer de faire encore bien pire aujourd'hui, au Venezuela par exemple. Je vous garantis que si nous entrions en guerre avec le Venezuela, de quelque manière que ce soit, ce serait une catastrophe totale. Cela ferait paraître l'Afghanistan et l'Irak, eh bien cela les ferait pâlir en comparaison, parce que, premièrement, nous le ferions dans notre propre hémisphère, et deuxièmement, c'est un terrain incroyablement différent, et pas du tout un terrain dans lequel les Américains excellent. Nous l'avons prouvé au Vietnam, et je dirais que le Venezuela, à bien des égards, est encore plus densément peuplé. Et, en termes de répartition de la population, et de la manière dont le terrain s'y prête, autant voire pire que le Vietnam. Donc c'est tout simplement inexplicable. Je ne comprends pas ce que nous essayons de faire. Et pourtant je comprends. Ce que Trump essaie de faire, c'est de bluffer pour s'en sortir, ce qui est sa spécialité. Il n'est pas, enfin, pour revenir au point de départ, ce n'est pas un homme de guerre, mais il a utilisé la guerre pour obtenir ce qu'il voulait. Et donc il est prêt à faire des choses comme ce qu'il fait avec Maduro, parce qu'il pense que toute cette démonstration de force va lui livrer Maduro sur un plateau d'argent. Et dans une certaine mesure, Maduro passe aux aveux. Il concède toutes sortes de choses, d'après ce que je comprends, en coulisses. Il a déjà donné un accès complet à Chevron, ExxonMobil, à quiconque veut revenir et l'aider avec l'industrie pétrolière, ce qui serait positif pour lui autant que pour les multinationales. Et les multinationales n'ont de toute façon pas tendance à prêter beaucoup d'attention aux gouvernements nationaux. Donc, s'il revenait là-bas, ça pourrait être une chose positive. S'il revenait avec l'idée de travailler avec le gouvernement vénézuélien et non avec les oligarques rapaces qui se tiennent dans l'ombre derrière Trump.
Mais cette situation ne correspond pas à ce qu'il a dit à propos de l'Irak, à moins que vous ne pensiez que c'est un bluff total. Si vous pensez que c'est un bluff total, c'est comme une partie de poker. Il n'utilisera jamais cette force. Il ne s'engagera jamais dans une action militaire. Peut-être un peu de force spéciale à la marge, mais pas plus. Il fait simplement cela pour voir ce qu'il peut obtenir. Et il va l'obtenir, puis il va tout arrêter. J'ai une nouvelle pour lui. L'une des choses les plus dangereuses que Powell et moi avons apprises lorsqu'il était président des chefs d'état-major interarmés et qui a guidé nos actions à bien des égards par la suite, vient de notre étude de l'histoire militaire, à peu près depuis la période suivant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons constaté que le positionnement d'une force militaire, d'une certaine manière, dans une certaine zone, avec un certain dispositif, comme ce dispositif au large du Venezuela en ce moment, est très dangereux à moins d'avoir réellement l'intention de s'en servir. C'est dangereux parce que sa simple présence, si vous bluffez, si vous ne faites que menacer, vous donne le sentiment que vous devez l'utiliser. Nous avons examiné un certain nombre de cas, y compris nos propres opérations, comme à la Grenade, à Eldorado Canyon en Libye, et lors d'Ernest Will et Praying Mantis contre l'Iran. Nous avons examiné tous ces éléments et en sommes arrivés à la conclusion que si l'on décide d'engager, et cela est finalement devenu un mantra pour Powell, si l'on décide d'engager la puissance militaire, il faut le faire massivement et s'en servir pleinement. Il faut agir, ne pas jouer avec, car jouer avec cela est dangereux. On se retrouve dans une situation qu'on n'avait jamais prévue, et son bluff est mis à l'épreuve. Et c'est un vrai problème quand on ne peut pas tenir ce bluff. C'est encore pire aujourd'hui, car notre armée n'est plus ce qu'elle était en 1989 ou en 90, loin de là. Et je ne pense pas que Trump le sache non plus. Je ne pense pas que Mattis le sache. En fait, je ne pense même pas que le président des chefs d'état-major interarmés le sache. Aujourd'hui, nous avons des forces d'opération spéciales sur le terrain qui contaminent la scène chaque jour, et elles sont devenues un instrument majeur de la puissance militaire américaine. D'après ce que je comprends, ce dernier meurtre, ce meurtre extrascolaire après d'autres du même genre, le fait d'avoir tiré sur des types qui étaient, vous savez, en train de se noyer ou peu importe, s'est produit depuis la terre ferme. Une équipe de SEALs, probablement à terre, a tiré un drone guidé par laser ou quelque chose du genre sur eux, puis a continué à les tuer alors qu'ils étaient déjà touchés. Si c'est le cas, alors nous avons permis, comme nous l'avons fait en Afghanistan et en Irak, à cet immense conglomérat de forces d'opération spéciales que nous avons créé de reprendre en quelque sorte le contrôle de la guerre. C'est comme avoir un groupe Wagner béni et intégré à l'armée. Et vous savez, je ne dis pas cela à la légère. Nous avons créé un cauchemar avec le commandement des opérations spéciales, un véritable cauchemar. Il s'étend aux Rangers, aux CCT, aux Bérets verts, pas tellement eux que les autres, mais un peu aussi chez les Bérets verts, et à chaque composante des forces d'opération spéciales désormais. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont devenus le groupe d'assaut acharné et sanguinaire de l'armée américaine, au point même que des amiraux et des généraux 4 étoiles s'irritent, voire pire, de leur participation dans leur zone de responsabilité, souvent à leur insu. Voilà ce que nous avons fait. J'ai déjà fait remarquer que Trump ressemble un peu au président des solutions faciles, c'est-à-dire il peut menacer de sanctions ou de recours à la force militaire pour obtenir certaines concessions. Mais, comme vous l'avez dit, tout repose sur un bluff. Eh bien, même lorsqu'un bluff n'est pas démasqué, ce n'est pas forcément bon pour la réputation. Cela crée beaucoup d'incertitudes. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, le bluff peut aussi être démasqué. Mais je pense que c'est là que l'immobilier diffère profondément de la politique. Car en politique,
on recherche la stabilité et la prévisibilité. Ce n'est pas comme si l'on concluait une bonne affaire immobilière et que tout s'arrêtait là. C'est pour lui pourtant, je crois. Tu as touché quelque chose là, tu as mis le doigt dessus. C'est comme ça qu'il voit les choses. Marcher, marcher, on oublie, marcher, on oublie, marcher. Il n'y a aucune continuité et aucun but global à ces marchés. Il semble simplement que la stratégie globale des États-Unis devrait consister à s'adapter aux réalités actuelles, c'est-à-dire à naviguer prudemment dans un monde où la position unipolaire n'existe déjà plus. Cela crée un équilibre collectif entre toutes les grandes puissances qui voient désormais un intérêt commun à contrer les États-Unis. L'objectif devrait être de passer avec précaution à un système multipolaire dans lequel les États-Unis peuvent encore conserver une position privilégiée et veiller à ce que les autres grandes puissances ne trouvent pas un intérêt commun à s'unir contre eux. Mais je ne vois rien de tout cela reflété dans ces politiques. Une exception, toutefois, pourrait être la guerre en Ukraine. Là, il semble que certains des instincts ou des impulsions de Trump aient été justes. Encore une fois, je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais il semble qu'il ait examiné cette guerre et l'idée de Biden d'anéantir la Russie et qu'il l'ait remise en question. Ainsi, en utilisant les Ukrainiens, les États-Unis pourraient ensuite se concentrer sur la Chine comme moyen de restaurer leur hégémonie. Il semble que Trump ait reconnu que la guerre était perdue, qu'il l'ait confiée aux Européens, et dans le processus de retrait, qu'il ait essayé d'obtenir un peu d'argent des Ukrainiens et des Russes. Je veux dire, j'aurais peut-être joué cela différemment, mais au moins, il met fin à une guerre que, au mieux, nous ne pouvions qu'espérer perdre plus lentement, tout en sacrifiant davantage de vies ukrainiennes. Mais que pensez-vous de cet accord de paix, cependant? Parce qu'au moment où nous parlons, Witkoff et Kushner sont à Moscou pour rencontrer Poutine. Pensez-vous qu'il soit possible d'amener les Ukrainiens à approuver d'abord les exigences de la Russie? Ou pensez-vous qu'ils pourront obtenir des Russes qu'ils fassent quelques concessions sur leurs demandes? Je ne pense pas que Poutine soit prêt à concéder quoi que ce soit, ou presque. Il y aura peut-être quelques artifices qu'ils pourront inventer pour donner l'impression d'une concession aux yeux du peuple américain, et peut-être même de Trump. Mais je ne crois pas qu'il y aura de concessions substantielles. Et je pense que la présence de Kushner est un signal très clair de ce dont il s'agit réellement. Il est question d'argent, de son désir de rétablir des relations avec une autre grande puissance où il pourrait y avoir beaucoup de profit. Il y aura peut-être même 1 ou 2 hôtels construits en Russie. C'est donc cela, à mon avis, qui poussera Trump et ses négociateurs, inspirés par lui, vers une solution qui pourrait sembler fonctionner au début, peut-être même acceptable. Mais je ne pense pas que cela signifiera la paix pour notre époque, car il faudra se débarrasser de Zelensky. Et je pense que le peuple ukrainien fera cela dans peu de temps, d'une manière ou d'une autre. Et il faut aussi composer avec les Européens qui sont encore là et qui ne sont pas encore élus. Ils le seront très bientôt, comme aux Pays-Bas et ailleurs, mais il faut traiter avec eux et il faut aussi s'occuper des résidus en Ukraine. C'est l'élément qui m'inquiète le plus. Car j'entends dire qu'il y aurait entre 150 000 et 200 000 partisans de Bandera. Et ce sont parmi les tueurs les plus déterminés de la planète. Ils n'accepteront aucun accord et ils saboteront cet accord par tous les moyens possibles pendant la prochaine décennie environ si on ne s'en occupe pas. En un sens, Poutine a raison quand il a parlé d'intervenir, et Lavrov aussi, et de les exterminer. C'est ce qu'il faudrait faire. Je ne pense pas que ce soit possible, et je ne pense pas que Poutine finira par vouloir le faire. Mais cela va signifier 10 ans de misère, je vous le garantis, au cœur de l'Europe.
Et il y aura d'autres acteurs qui alimenteront cela, notamment la Central Intelligence Agency, le MI6 et le Mossad, parce qu'ils ont appris et établi d'excellents contacts au sein de ce groupe. Le profit en fait partie, et c'est ainsi que nous gagnons de l'argent. J'adore quand la CIA nie, par exemple, comme elle a mis fait du juge Napolitano, qu'elle n'a jamais été impliquée dans le trafic de drogue. Nous avons presque failli tomber de nos chaises en entendant cela. Le groupe de professionnels du renseignement auquel j'appartiens, parce qu'ils le font depuis le Laos et le Cambodge, a gagné de l'argent grâce à la vente de drogue pour financer des opérations lorsque le Congrès refusait d'en approuver les fonds. C'est aussi simple que ça. Et nous avons même eu des présidents qui ont accepté cela. Donc, je ne vois pas l'Ukraine parvenir un jour à une véritable résolution pacifique. Et c'est triste, car cela va déstabiliser toute la situation en Europe. Et comment ces gouvernements vont-ils changer? Eh bien, ils vont changer, fondamentalement. Ils vont renverser Starmer, ils vont renverser Macron, ils l'ont déjà fait, ils ne le savent simplement pas encore. Ils vont renverser Merz. Ils vont faire exactement comme ils l'ont fait aux Pays-Bas. Et ensuite, vous allez avoir ce moment où vous regarderez vers l'avenir en vous demandant « Est-ce que je me base sur ces 5% d'activité économique, de toute façon c'est sans importance, et que je redescends peut-être à 2,5% pour ce que la défense finira par signifier, afin de reconstruire mes programmes sociaux, qui sont le cœur de mon succès en Europe. Ou est-ce que je fais un peu de tout et que je crée le désordre en Europe? Que faire de l'union monétaire? Et que faire du fait que je n'ai pas besoin de visa pour franchir les frontières? Je n'éprouve aucune nostalgie pour l'avenir de l'Europe, d'aucune manière qui laisserait penser qu'il pourrait être positif. Je pense que nous faisons face à un risque très concret de revenir à une Europe des années 1930, plutôt que d'avancer, et certainement pas d'avancer avec les unions. Eh bien, une grande partie de cela consiste à revenir vers le passé, la résurgence du militarisme allemand, la russophobie galopante. Je veux dire, il y a des évolutions très intéressantes que je ne pensais pas revoir de mon vivant. Laissez-moi vous poser une question. Comment sommes-nous passés d'Helmut Kohl, qui, je suppose, exprimait au moins l'opinion de nombreux Allemands de l'Ouest à l'époque, réticents à accepter la réunification des deux Allemagnes tout en restant dans l'OTAN, à la situation actuelle et à ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec vous. Comment l'Allemagne a-t-elle accompli cette métamorphose? Comment a-t-elle changé si rapidement d'un pays très prudent, qui évitait de provoquer l'ours quand ce n'était pas nécessaire, à un pays qu'il déteste et pourrait reconstituer un appareil pour le contester à nouveau, ce qui s'est avéré par le passé totalement vain. C'est une excellente question. Eh bien, je pense que tout le modèle de l'Allemagne s'est effondré. Helmut Schmidt affirmait en 1978, dans un discours où il expliquait que pour que l'Allemagne se relève, se reconstruise et redevienne une puissance forte, elle devait se draper du manteau européen, c'est-à-dire de l'Union européenne, ou à l'époque de la Communauté européenne, et de l'OTAN. Ces deux piliers constituaient essentiellement la condition du retour de l'Allemagne. Et je pense qu'une grande partie de ces fondations a commencé à s'éroder. C'est pourquoi, à mon avis, les Européens, pas seulement les Allemands, se sentent aujourd'hui si peu sûrs d'eux. Parce que, à la fin de la guerre froide, certains d'entre eux pensaient, vous savez, instaurons un système multipolaire, quelque chose qui limite aussi les États-Unis. Mais ensuite, tout le monde s'est engagé à fond dans cette hégémonie collective. Donc si nous avons simplement une unipolarité, mais qu'elle repose sur deux piliers, les États-Unis et une Europe unie, alors ensemble, nous pouvons former cet hégémon libéral. Ainsi, nous dominerons, mais le monde entier en bénéficiera.
car nous serons une force pour le bien. C'était un peu l'idée. Maintenant, le conflit, il s'est retourné contre nous. Surtout, je pense que s'ils étaient honnêtes, la plupart reconnaîtraient que l'Ukraine était un pont trop loin. Mais maintenant que tout s'effondre et que nous sommes en conflit avec la Russie, je pense que beaucoup aimeraient revenir à l'ancienne guerre froide. Autrement dit, revenons à la politique de l'endiguement. Mais le monde a changé. La Russie n'est pas l'Union soviétique. Les États-Unis ont d'autres priorités. Ils n'ont plus les mêmes ressources. Et la Russie a désormais des partenaires bien plus puissants. C'est désormais un État capitaliste de premier plan. Oui, et personne ne se soucie de l'Europe dans la même mesure. L'objectif principal de la Russie est désormais de se tourner vers l'Est, de réorganiser son économie en direction de la Chine, de l'Inde, de tous ces pays de l'Est. La principale raison de regarder vers l'Ouest est la dissuasion militaire. Donc je pense qu'une grande partie de cela, le rôle de l'Europe, vient du fait qu'ils n'ont pas de vision de ce que la nouvelle ère post-guerre froide, ou l'époque actuelle dans laquelle nous entrons, signifiera pour les Européens. Il y a seulement quelques années, ils pensaient qu'ils seraient assis à la table avec les États-Unis, dominant le monde, formant un centre de pouvoir. Et maintenant, soudainement, ils se réveillent. Ils ne sont même plus un centre de pouvoir dans un monde multipolaire. L'Europe se fragmentera probablement à mesure que les États-Unis commenceront à se détourner. Les économies déclinent. Sur le plan sécuritaire, tout drilling. Je pense que la direction politique fera face à une énorme crise de légitimité dans les années à venir, après toutes les décisions insensées qu'elle a prises. Même l'Union européenne ne prétend plus pouvoir offrir des avantages économiques à ses États membres. On l'appelle désormais l'UAM géopolitique, ce qui signifie essentiellement que la haine de la Russie est censée nous maintenir unis. Mais je doute que cela suffise une fois la guerre terminée. Il y a donc de la panique en Europe. Et je pense qu'une partie du problème vient d'un manque d'imagination. Qu'est-ce que l'Europe, exactement? Et quel est son rôle dans un monde qui devient multipolaire? Je crois que l'Europe ne pouvait exister que dans un format bipolaire ou unipolaire. Dans un monde multipolaire, je ne vois pas vraiment pourquoi, par exemple, la Grèce, la Lettonie ou l'Irlande devraient avoir une politique étrangère commune ou quelque chose de ce genre. Je pense donc que cela va se fragmenter et que l'Europe ne sera plus, vous savez, celle qui déplace les pièces sur l'échiquier. Nous sommes devenus la pièce. Je pense que c'est ce qui met les Allemands et d'autres en colère. Ils veulent montrer qu'ils peuvent soit se tenir sur leurs propres jambes, soit se mettre en avant pour que les Américains voient que nous restons pertinents et peut-être ne nous abandonnent pas. C'est là la partie triste de leurs objectifs de politique étrangère. Mon point de vue, depuis le début, est qu'il a été une erreur de rediviser le continent. Si l'on veut que l'Europe soit pertinente en ce siècle, nous ne pouvons pas dépendre d'épouvantails russes. Nous aurions dû trouver un moyen de les intégrer dans une Europe commune. Mais dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est un discours de traître. Nous n'avons plus le droit que de haïr. C'est tout ce qu'il nous reste. Si vous réfléchissiez vraiment de manière stratégique, et je pense que Powell, H.W. Bush et Jim Baker le faisaient, vous diriez, d'accord, de l'Oural vers l'Europe, nous voulons une sorte de complexe économique, peut-être politique à terme. En d'autres termes, nous voulons que les Russes fassent partie de ce qu'est l'Europe. Je veux dire, la dernière fois que j'ai consulté Ron McNally, les Russes faisaient géographiquement partie de l'Europe sur la carte, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Et vous auriez dit, d'accord, c'est ainsi que nous contestons ce mouvement inexorable du pouvoir vers l'Est. Nous avons besoin de tous les acteurs qui ont un intérêt dans l'Occident en tant qu'Occident. Et je n'arrêtais pas d'essayer de trouver quelque chose. Vous savez, l'ancien mantra disait que l'OTAN avait été formée pour garder les États-Unis à l'intérieur, les Russes à l'extérieur,
et l'Allemagne en bas. D'accord. Ce mantra n'est plus applicable. Alors, par quoi le remplacer? Vous faites entrer les Russes, vous les associez aux Européens, et vous ne cherchez pas à combattre le déplacement du pouvoir vers l'Est. Vous voulez simplement l'accommoder. C'est pour cela que je préfère le terme multinodal à multipolaire. Parce que multipolaire, comme le dit toujours Chas Freeman, c'est comme des poteaux téléphoniques. Multinodal signifie qu'il faut coopérer. Et vous savez, pour moi, cela aurait été une bien meilleure approche. Ce qui me rend triste, c'est que Bush, Shevardnadze, Gorbatchev et tous les autres acteurs de l'époque, Mitterrand, Kohl, Major, nous avons même parlé à Maggie Thatcher, étaient d'accord. Comment avons-nous pu nous tromper à ce point? Je pense que ce sera une grande question que les gens, s'il y en a encore en 2050 pour le faire, se poseront. Pourquoi avons-nous manqué cette occasion? Eh bien, c'était la grande stratégie principale des Russes après la guerre froide. Intégrons-nous simplement à l'Occident. Vous savez, la Chine, l'Asie centrale, oui, ce sont de bons partenaires, mais ils nous ralentiront dans notre course vers l'Ouest. Alors, mettons tous nos œufs dans le même panier. Et une fois qu'ils ont fait cela, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun pouvoir de négociation et pouvaient être écartés. Donc non, parce que c'était une stratégie terrible. Nous avons conservé une haine envers eux. Je veux dire, je regarde Lindsey Graham et je dis, « Lindsey, tu viens du même état que moi. Tu as mangé les mêmes pommes de terre et le même riz, et tu as grandi au même endroit que moi. Pourquoi détestes-tu les Russes? Instinctivement, tu détestes les Russes. » Nous inventons cette étrange excuse, du genre, eh bien, ce sont des impérialistes. Ils veulent toujours s'emparer de l'Ukraine. Mais personne à Moscou n'a formulé la moindre revendication, même sur la Crimée, avant le coup d'État de 2014. Même Michael McFaul, personne ne déteste plus la Russie que lui, a reconnu que oui, c'était une réponse, une réaction. Alors pourquoi devons-nous faire semblant que l'objectif est de restaurer l'Union soviétique? C'est une illusion collective, et tout le monde doit y participer. Sinon, vous savez, vous n'êtes plus dans le club. Vous perdez toute légitimité. Alors, laissez-moi poser une dernière question, car je sais que vous devez partir. Je vous l'interromps. Eh bien, vous soutenez que les agences de renseignement occidentales pourraient alimenter l'instabilité en Ukraine après cette guerre. Mais depuis combien de temps cet intérêt pour les banderistes et pour toute force anti-russe en Ukraine existe-t-il? Je veux dire, vous étiez à la Maison-Blanche il y a 20 ans. À quel point l'Ukraine était-elle au centre des préoccupations? Et comment les gens percevaient-ils l'Ukraine? Quelle aurait été l'utilité de l'Ukraine? En 2002 et 2003, j'ai vu la CIA, attention ici, j'ai vu la CIA travailler avec l'armée, en particulier un général 4 étoiles et quelques 3 étoiles du commandement européen, recruter et discuter de la nécessité d'obtenir l'aide de tout le monde en Ukraine. Ils considéraient le soi-disant groupe Bandera, le bataillon Azov et d'autres semblables comme les combattants les plus solides et les plus endurcis d'Ukraine. À l'époque, je me demandais, qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi le fait-on? Puis lorsque j'ai quitté le département d'État, j'ai gardé un œil sur ce qui se passait en Ukraine et j'ai réalisé que jusqu'en 2014, nous faisions la même chose, mais en bien plus grand. Et j'ai réalisé que le Mossad était là, le MI6 était là, et qu'ils formaient une équipe développant l'Ukraine pour qu'elle devienne non seulement un membre de l'OTAN, mais une puissance redoutable au sein de l'OTAN. Et en même temps, pour violer, piller et dépouiller ses ressources, ce qui est toujours un désir impérial. Je veux dire, cela a commencé très tôt en fait, au même moment. Nous achetions des rédacteurs en chef,
Nous achetions des journaux, nous achetions des chaînes de télévision, nous achetions des communicateurs, en général. Nous lancions les ONG contre eux sans qu'ils le sachent la plupart du temps. Ils avaient été infiltrés par la CIA et nous leur apprenions, nous transformions la démocratie libérale en arme. Nous l'avons fait en Géorgie, nous l'avons fait partout et nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons eu beaucoup de succès. Je me souviens que certaines personnes m'ont demandé « Pourquoi penses-tu que ces pays ont soudainement mis de côté leur neutralité et voulu rejoindre l'OTAN » Tu veux savoir pourquoi? Nous avons construit leur gouvernement. Nous avons payé pour leur gouvernement. Tout comme Henry Kissinger et Richard Nixon ont payé les dirigeants syndicaux, les rédacteurs en chef des journaux, les chefs d'entreprise au Chili pour se débarrasser d'Allende. C'était un modèle que nous avions déjà utilisé et nous l'avons étendu à l'Europe. Et nous n'avons pas envoyé la CIA sur le terrain en équipe. Il n'y avait pas de Kermit Roosevelt observant Mossadegh. C'était essentiellement des ONG utilisant la démocratie libérale comme une arme pour convaincre les gens. Premièrement, pas de Russes, pas de Russes. Et deuxièmement, la meilleure défense, c'est une démocratie libérale. Et si c'est une démocratie libérale, il faut faire ceci, ceci, ceci et là. Oui, avant tout, je m'entends qu'on a besoin de beaucoup de pays. Mais au moins, lors de l'ingérence électorale en Ukraine en 2004, pendant la révolution orange, il y a eu une certaine résistance en Occident, par exemple dans le journal The Guardian. Je me souviens qu'ils ont publié plusieurs articles où ils soulignaient ce point. Je vous garantis que certains de nos alliés n'ont pas aimé ce que nous aimons. Mais nous soulignons que c'est l'Amérique qui choisit un nouveau gouvernement pour l'Ukraine. C'est un coup d'État. Ce sont des ONG transformées en armes. Cela n'a rien à voir avec la démocratie. Il y a donc eu un certain débat, mais 10 ans plus tard, lorsque toute la révolution orange s'est répétée, seulement de manière plus brutale, avec la révolte du Maïdan, tout le monde a été contraint de marcher au pas. Il n'y avait plus de dissidence. C'est tout ce que tu connaissais, et quelques Européens. Tu as raison, il y avait de la dissidence. Oui, même à ce moment-là, personne ne voulait s'opposer à l'UPMA. Rien de tel. Enfin bref, comme je l'ai dit, je sais que tu dois filer ailleurs maintenant. Alors merci, comme toujours, d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. Eh bien, merci de m'avoir accordé une excellente interview.